Et si je vous disais que tout commence sous nos pieds? Oui, ce que nous appelons terre, sol, poussière, roche, cache le plus grand trésor de notre cher continent, le plus grand trésor de nos pays et donc le plus grand trésor de notre avenir. Oui, tout ce que vous avez autour de vous, votre téléphone, votre ordinateur, votre moto, votre voiture, votre énergie, votre maison et même votre eau potable vient tout directement des géosciences. Mais qui en parle vraiment? Oui, aujourd'hui, je vous amène dans un voyage, pas un voyage ordinaire, un voyage à travers l'histoire, un voyage à travers les entrailles de la Terre, à travers les luttes de notre cher continent. Un voyage qui va nous permettre de découvrir beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses, comme je le parle, qui concernent les mines. Un voyage qui va nous faire comprendre beaucoup de choses qui concernent notre cher continent. Et bien, comme on le dit toujours, c'est bien de connaître ce que nous possédons. Et bienvenue dans cette vidéo. Reste concentré jusqu'à la fin de cette exploration unique où les géosciences deviennent la clé de notre présent, de notre passé d'ailleurs, de notre présent et aussi de notre avenir. Oui, reste concentré comme je l'ai déjà dit. En fait, vous savez, quelqu'un a dit un jour que un commerçant qui ne connaît pas la valeur de sa marchandise ne saura jamais en profiter. Et c'est exactement ce qui nous arrive avec nos ressources en Afrique. En fait, comme nous le savons tous, la plupart de nos pays en Afrique qui possèdent ces ressources minières et bien d'autres, en fait, la majorité exporte ces ressources à l'état brut. Et qu'est-ce qui se passe? Une fois ces ressources sont exportées à l'état brut, une fois à l'étranger, les autres prendront le temps, bien sûr. Ils vont transformer cela et ils vont fabriquer tout ce qu'ils auront besoin pour fabriquer à travers ces ressources qu'ils ont reçues avec nous. Et à l'inverse, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? C'est que eux, ils viendront, c'est-à-dire ils vont revenir pour revendre ce que nous avons vendu à l'état brut à un prix que nous avons vendu multiplié par 10 et parfois même fois 100. Oui, fois 100. Si je peux le dire comme ça, c'est exactement ce qui se passe. Et le défaut de ça, c'est que nous ne connaissons pas ce que nous possédons. Nous avons les ressources, nous avons les mines, nous avons les hydrocarbures, nous avons plein de ressources, nous avons la jeunesse, mais nous ne connaissons pas ou nous ne cherchons pas plutôt à connaître vraiment la valeur de ce que nous possédons. Et l'autre problème, c'est que aujourd'hui, quand tu prends un jeune en Afrique, tu lui parles des ressources, il va directement penser aux mines, il va penser que oui, nous avons de l'or, nous avons de la bauxite, nous avons du fer, nous avons le pétrole, nous avons de l'uranium, nous avons de la platine, nous avons du magnésium, nous avons du calcium, nous avons, je ne sais pas, tout ce que vous pouvez citer, nous avons plein de ressources. Oui, nous savons que nous sommes africains, nous sommes russes, nous avons du coltan, nous avons beaucoup de choses. Mais, chose très importante que j'aimerais soulever, c'est que la ressource la plus importante d'un pays, c'est, en fait, il s'agit des ressources humaines. Un pays pauvre en ressources humaines ne pourra jamais se développer. Je répète, un pays pauvre en ressources humaines ne pourra jamais se développer. Oui, parce que avoir de l'or, c'est très important. Avoir de la platine, c'est très important. Avoir du coltan, c'est très important. Avoir, je sais pas quoi d'autre, le fer ou plein d'autres choses, je sais pas, plein de ressources, c'est très important. Mais qui va gérer? C'est l'être humain, n'est-ce pas?
C'est l'être humain qui est appelé à gérer. La gestion de ces ressources, c'est l'être humain et c'est nous. Donc, en fait, comme j'aime le dire souvent avec mes amis, la première mine d'or qu'on doit exploiter, c'est le savoir. Donc, il faut qu'on exploite d'abord notre savoir. Et c'est pour ça que, par exemple, dans un pays, il est très important dans les écoles que nous construisons, que ce soit des écoles, des universités, des facultés, quoi que ce soit, c'est qu'il faudrait mettre ici en place des filières, oui, des filières qui sont en collaboration ou sinon qui sont conformes au plan de développement d'un pays. Oui. Par exemple, un pays qui possède des mines et qui compte se baser sur ces mines pour développer son pays est appelé ici à former les jeunes sur ce plan aussi, en fonction de ça. Dans ces écoles, les écoles qui va construire et les filières, les orientations qui sont faites à travers les jeunes, parce qu'il faut investir dans la jeunesse. Oui, la jeunesse est la première ressource pour un pays. Aujourd'hui, demain et pour toujours. Oui. Donc, lorsqu'un pays a un plan de développement, par exemple, pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, ce pays est appelé ici à former les jeunes conformément à leur plan de développement. Et c'est comme ça que les choses pourront évoluer. Donc, c'est très important de connaître ce que nous possédons. Je reviens sur ce que j'ai dit au début. En fait, c'est que un commerçant qui ne connaît pas la valeur de sa marchandise ne saura jamais en profiter. Donc, il est nécessaire pour nous, en tant qu'Africains, de connaître la valeur de nos ressources, de connaître la valeur de cette jeunesse dynamique que nous avons, la valeur de ces ressources minières que nous avons, des hydrocarbures, nous en avons assez. Mais nous devons d'abord reconnaître la valeur. Parce que si nous connaissons la valeur, même lorsque nous devons signer un contrat avec qui que ce soit, avec n'importe quel pays, nous saurons comment négocier cela. Mais si nous ne connaissons pas vraiment l'exacte valeur de nos ressources, nous ne saurons jamais négocier les contrats qui seront en faveur de nos pays, en faveur de nos populations, en faveur de notre cher continent pour notre meilleur avenir. Oui, pour un avenir meilleur, il le faut. Eh bien, comme je l'ai dit, c'est un voyage qui est très long. C'est une exploration unique que nous allons faire aujourd'hui. Reste concentré, ce n'est qu'un début. Et oui, donc la première partie que je vais prendre d'abord, c'est concernant l'histoire profonde des géosciences en Afrique. Et comme nous le savons tous, à l'élémentaire, on nous a toujours dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, ce qui est bien vrai, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, l'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité, c'est aussi le berceau des géosciences. Oui, le berceau des géosciences. Parce qu'il faut savoir que depuis des siècles et des siècles, les anciens Égyptiens exploitaient ou extrayaient de l'or avec une très grande précision, n'est-ce pas? Ce qui voudrait dire que les anciens Égyptiens connaissaient déjà beaucoup de méthodes à travers cela. Ils avaient déjà de la technologie. En tout cas, que ça soit un peu sophistiqué, mais c'était quand même moderne parce que pouvoir exploiter ou extraire de l'or avec une précision, il faut de la maîtrise. Oui, les royaumes comme le royaume du Mali, le royaume de Monomotapa, le royaume d'Aksum, maîtrisaient déjà l'art minier, bien sûr. Nos anciens, c'est-à-dire nos ancêtres, savaient bel et bien lire les roses. Ils savaient lire la nature. Oui, tu es étonné peut-être. En fait, bien sûr, nous savons que la nature garde les informations qui concernent des siècles et des siècles. Et c'est d'ailleurs à travers ça que nous avons toutes ces informations. Savoir aujourd'hui que
les Égyptiens pouvaient faire telle chose avant, ou nos anciens parents étaient ceci, et l'âge de la terre taillée, et ainsi de suite. Ils nous ont parlé de beaucoup de choses comme ça. C'est à travers ces informations que nous avons acquises au travers ou à travers les études bien sûr géoscientifiques avec la nature, parce que la nature garde les informations. Donc, nos ancêtres savaient bel et bien lire les roses. Ils se servaient des roses d'ailleurs pour les sauces, la sauce qu'ils faisaient. Oui, ils savaient utiliser cela. Nous connaissons cette fameuse histoire de Kankomusa, ou autrement dit Mansa Musa, qui était tellement riche. Bah, nous savons la puissance qu'avait son royaume. Donc, il faut dire que l'Afrique, c'est aussi le berceau des géosciences. Et autre chose d'ailleurs à ajouter, c'est que c'est à travers ces informations que garde la nature, que garde les roses, que ces géoscientifiques étrangers ont fait certaines recherches qu'on nous a même lavé les cerveaux, n'est-ce pas? Si je peux le dire comme ça, parce que ils nous ont dit que qu'on n'avait pas de culture, qu'on n'avait rien en tête, qu'on ne maîtrisait rien. Mais à travers quoi ces Égyptiens arrivaient à extraire de l'or avec une grande précision, s'ils ne maîtrisaient rien. À travers quoi ces royaumes que j'ai cités, du Mali, du Monomotapa, d'Aksum, tous ces royaumes, à travers quoi ils arrivaient à lire les roses, à travers quoi ils ont pu maîtriser l'art lumineux. C'était des géologues. En fait, parfois, j'ai même envie de dire que Dieu même a utilisé de la zoologie pour fabriquer l'être humain, n'est-ce pas? Parce que comment Dieu a su que c'était l'argile qui était mise pour fabriquer l'homme, comme la Bible nous le dit, n'est-ce pas? Il a pris la terre pour, voilà, nous venons de la terre et nous allons aussi se retourner là-bas, n'est-ce pas? Donc, et il faut voir, c'est à travers ces recherches que ces géoscientifiques étrangers comme Darwin qui nous a donné avec cette fameuse théorie pour dire que nos ancêtres, parce qu'on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, parce que bien sûr, nous, c'est-à-dire ils ont découvert, ils nous ont parlé des squelettes de l'issue, n'est-ce pas? Et actuellement, dernièrement d'ailleurs en Côte d'Ivoire, il y avait eu un scientifique qui ont découvert, c'est-à-dire des schémas là-bas pour dire que normalement c'était plus ancien que, voilà, d'autres découvertes. Chaque pays continue de le faire, même au Maroc, c'était comme ça il y a déjà quelques années, n'est-ce pas? Et c'est en fonction de ça, Darwin nous a dit que les hommes, c'est-à-dire l'évolution de l'homme, ça a commencé par des singes. Non, mais toi qui regardes cette vidéo, si je te dis que tes ancêtres, c'est-à-dire étaient des singes, donc ils ont évolué petit à petit jusqu'à ils sont devenus hommes, l'homme moderne, non? Ou n'est-ce pas, l'homme néandertal. Et donc, c'est quand tes anciens parents sont devenus hommes, et c'est pourquoi toi, tu es homme aujourd'hui, n'est-ce pas? Si on se base sur cette théorie, c'est-à-dire les singes. Donc, c'est contredire aussi, n'est-ce pas, pour dire que Dieu a pris, c'est-à-dire Dieu n'a pas créé l'homme à travers les singes, et puis les singes, c'est-à-dire la boue ou bien la terre. Non, bon, après, bon, parce que là, il faut dire que ils nous ont dévancés. Oui, pas qu'ils nous ont dévancés. Il y avait aussi nos ancêtres qui connaissaient faire ces trucs-là, mais c'est parce que ils ont boycotté nos recherches pour publier ce qui les concerne. Et c'est en fonction de ça que nous étudions d'ailleurs, c'est ce que nous apprenons, même aujourd'hui dans nos universités. Au primaire même, la plupart des documents que nous lisons, que nous apprenons, ne sont pas écrits par nous-mêmes. Donc, nous apprenons ce qu'ils nous ont présenté. C'est souvent ce qui arrive. Sinon, en tout cas, moi, je suis un zoologue. Je suis un zoologue, je suis aussi un zoologue.
parce que j'ai mon diplôme en valorisation des ressources minérales, le master, et j'ai eu ma licence en géosciences appliquées. Donc, mais malgré tout, je suis pas d'accord avec cette théorie concernant Darwin, pour dire que c'est les singes qui ont évolué jusqu'à ce que nous sommes devenus des hommes. Je suis pas trop d'accord. Je suis désolé, mais c'est la science à qui est libre. Je suis pas trop d'accord. Et bon, cette théorie de la théorie de l'évolution. Mais après, nous ne pouvons qu'accepter. D'une part, je peux être d'accord aussi pour dire quoi, parce que à travers cette théorie, ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Ça nous a permis de découvrir beaucoup de choses. C'est ce qui est le plus important. C'est pas forcément pour dire que voilà, c'est vrai, mais c'est en fonction de ça que beaucoup de choses sont sorties derrière. Et ça a quand même aidé à l'évolution de la science. C'est ce qui est important aussi dans la science. Il faut souvent mettre des mystères. Il faut décoder certains mystères et après, d'autres viendront aussi voir ce qu'ils vont voir. C'est l'évolution. C'est ça. C'est ce qui est normal. Voilà. Et en fait, bien sûr, il faut dire que les géosciences en Afrique, nous en avons besoin. Et les géosciences, c'est un domaine normalement qui a été depuis le passé et pour le présent aussi pour l'avenir. Seulement que ce n'est pas trop développé chez nous. Bizarrement, c'est pourquoi les pays aujourd'hui comme le Canada, les géoscientifiques sont informatisés. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, l'informatique est nécessaire dans tous les domaines, dans tous les domaines. Aujourd'hui, d'ailleurs, un géologue ne peut pas vraiment évoluer sans son ordinateur parce qu'il a besoin des sigles, il a besoin d'utiliser des logiciels euh, comme la télédétection, c'est-à-dire ENVI, comme QGIS, comme ArcGIS. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça pour traiter des images satellitaires. Et les images satellitaires, c'est ce qu'on peut traiter pour avoir des informations sur beaucoup de lieux. Par exemple, c'est pourquoi souvent, nous, par exemple, nous sommes en Guinée ou bien nous sommes en Afrique et quelqu'un qui est dans un autre pays, à travers des images satellitaires, il peut traiter cela pour avoir des informations, voire même une estimation d'une réserve, quoi, de bauxite par exemple, ou bien de l'or quelque part en Afrique. Et après, c'est comme ça que les contrats viennent souvent se négocier, sans que nous ne sachions cela. Mais c'est comme ça se passe. C'est comme ça se passe et c'est partout. Oui. Il y a des gens qui n'ont jamais été en Afrique, mais qui savent qu'en tel lieu, il y a telle réserve minière et l'estimation, tout et tout. Et c'est pourquoi d'ailleurs les contrats sont signés en fonction des temps. Si ils savent par exemple que nous avons de la bauxite, nous avons du cobalt et qu'ils ont d'abord besoin de l'or, ils vont d'abord traiter avec ça. Quand le moment du cobalt va arriver, ils vont venir pour traiter encore ces contrats. C'est comme ça. Et donc, nous aussi, si nos anciens ont quand même fait quelque chose, en fait, comme je l'ai dit au début, nous devons nous efforcer à connaître ce que nous possédons et développer une certaine technologie parce que nous avons besoin et aussi mettre vraiment des, en fait, mettre des choses en place qui nous permettront de ne pas être lavés ou de ne pas être manipulés par ce que nous-mêmes nous possédons et que nous n'arrivons pas vraiment à profiter de nos ressources. C'est très, très important. C'est très important. Ah oui, nous en avons assez. En fait, étant un géologue, quand je vois ce qui se passe en Afrique en ce qui concerne les mines, j'ai mal. Peut-être si tu entends ça, tu vas dire que alors pourquoi je rentre pas pour faire cela? Oui, je suis pas, j'ai pas encore fini ce que je suis en train de faire ici. J'ai pas encore fini. Un moment viendra, nous aussi, on va prendre la relève, on va prendre
la relève pour faire quelque chose pour nos chers pays, pour faire quelque chose pour notre cher continent. Et oui, oui, parce que c'est normal, c'est bel et bien notre devoir de ne pas laisser les autres continuer à nous manipuler, les autres continuer à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Est-ce que savez-vous que l'Afrique détient 90% de la platine et dont une grande partie se trouve en Afrique du Sud? 60% du cobalt, je parle des réserves mondiales, 40% de l'or et 80% du coltan, dont 60% se trouve en RDC, uniquement en RDC, 60% parmi les 80% en Afrique. Et nous avons bien d'autres, des milliards, oui, des milliards de tonnes de bauxite, de fer, d'uranium, de lithium dans différents pays, comme la Guinée par exemple, qui est considérée comme deuxième exportateur de la bauxite. Et nous avons aussi le fer, nous avons l'or et bien d'autres. Pour l'instant, ce sont ces ressources qui sont plus exploitées chez nous. Sinon, nous avons d'autres ressources, bien sûr. Et imaginez, avec de la platine qui est utilisée comme catalyseur automobile pour la réduction des émissions. C'est aussi utilisé dans la bijouterie d'ailleurs. C'est aussi utilisé, la platine, on l'utilise aussi pour c'est-à-dire les contacts électriques ou les disques durs. Nous avons du coltan, nous avons du cobalt, nous avons toutes ces ressources à travers desquelles sont fabriqués nos téléphones, nos ordinateurs, nos voitures électriques, nos batteries, les instruments médicaux, dentaires, bien d'autres, quoi. Et même notre habillement, si je peux le dire comme ça, ou bien ce que nous portons, parce qu'il y a des sociétés qui sont fabriquées, les caoutchoucs, tout cela. Toutes ces choses sont utilisées à travers les ressources. Quand je prends par exemple de l'or, mais sincèrement, imaginez, l'or est considéré comme réserve monétaire. La banque centrale, vous le savez bien peut-être. Mais imaginez donc combien de pays détiennent de l'or en Afrique. Il y en a beaucoup, comme la Guinée, nous en avons. Au Burkina, il y en a. Au Mali, il y en a. Quel autre pays? Il y en a un peu partout. De l'or, il y en a un peu partout. Maintenant, imagine, par exemple, je prends le cas de mon pays. L'or qui est considéré comme réserve monétaire au niveau de la banque centrale, n'est-ce pas? Et avec tout ça, notre monnaie est faible. Ça, c'est juste de l'influence. Et par contre, ces pays étrangers qui n'ont même pas la moitié de ce que nous détenons, nous dominent à travers leur monnaie. C'est fort, non? N'est-ce pas? Mais c'est comme ça, c'est ce qui se passe. C'est nous qui détenons la grande partie des ressources concernant de l'or. Mais nos monnaies sont plus faibles que les leurs. Pourquoi? C'est injuste, n'est-ce pas? Mais c'est ça. C'est ce qui se passe. Pourquoi leur monnaie dépasse nos monnaies alors que nous avons ces ressources? En fait, ça dépend maintenant de la diplomatie, de la gouvernance et bien sûr de l'audace parce qu'il faut oser comme les pays, par exemple, de l'AES qui sont actuellement en train de, en tout cas, de bien évoluer
pour le moment. Voilà, pour le moment, en tout cas, moi, j'apprécie ce qui se passe là-bas. Et bien sûr, sans oublier aussi ce qui se passe actuellement dans mon pays, en Guinée. Quand c'est bon, il faut le dire. Il faut dire que, voilà, il y a eu beaucoup qui sont passés, n'est-ce pas? Des présidents ou, je sais pas, peut-être des passagers, c'est-à-dire des présidents par intérim, je les appelle comme ça. On peut bien nous dire ce qui se passe là-bas, qu'on nous dit qu'il y a la corruption ou bien d'autres. En tout cas, ce que moi je peux dire sincèrement en ce qui concerne le gouvernement actuel, j'apprécie beaucoup de choses à travers la propriété pour la capitale d'abord, parce que quand un étranger rentre dans un pays, la première des choses, c'est ce qu'il va voir en fait, ce qu'il va voir. Et la plupart, c'est toujours dans la capitale d'abord. En tout cas, je suis pas là-bas actuellement, mais en fait, j'ai été là-bas en 2023 et je vois aussi ce qui se passe là-bas puisque je regarde les informations. J'apprécie énormément, énormément à travers les trucs qui sont en train d'être construits là-bas et aussi les routes qui évoluent bien sûr, ce qui est très bien. Parce qu'il faut savoir que le développement d'un pays, ça commence aussi par les routes, n'est-ce pas? Pourquoi j'ai dit cela? Souvent, on nous dit que l'agriculture est incontournable pour un pays. Maintenant, imaginez, nous, par exemple, en Guinée, nous avons, puisque la Guinée est considérée comme château d'eau de l'Afrique, n'est-ce pas? Parce que la plupart de ces grands fleuves prennent leur source en Guinée, comme le fleuve Sénégal, comme le fleuve Niger, comme Gambie. Voilà. Et nous avons beaucoup de plaines, nous avons des terres agricoles, beaucoup en agogo. Maintenant, imaginez pour une personne qui habite dans la capitale, qui souhaiterait peut-être cultiver ces terres agricoles qui sont éloignées. Parce que le plus souvent, ce n'est pas autour de la capitale, c'est éloigné, c'est à l'intérieur du pays. Et quand il y a une bonne route, tu vas voir que même le commerce, les business entre les villes, entre les pays, entre la population, c'est, c'est aussi facile que ça. Ça donne le courage même à ceux qui sont dans les villes d'aller cultiver dans les villages ou d'aller cultiver dans des endroits éloignés. Parce que quelqu'un, imaginez, si une personne qui travaille, quelqu'un qui habite à Conakry et qui part travailler par exemple à Kindia ou à Mamou ou même à Farana et se retourner quand il y a une bonne route, c'est-à-dire même si c'est pas tous les jours, mais quand c'est facile, ça facilite en tout cas beaucoup de liens. C'est très important la route. En tout cas, c'est à apprécier. C'est à apprécier pour beaucoup de choses qui évoluent. Et ce qui me touche de plus encore, c'est concernant les mines. Concernant les mines. Parce que le fait d'imposer aux sociétés étrangères de construire ou de transformer sur place, c'est un grand pas. C'est un très grand pas. Parce que, comme je l'ai dit au début, la plupart de ces pays qui détiennent les ressources en Afrique exportent leurs minéraux à l'état brut. Et ce qui ne nous aide pas. On perd beaucoup, beaucoup. Mais le fait d'insister, d'imposer, de mettre la pression sur ces sociétés étrangères pour mettre des raffineries, pour transformer sur place, cela est favorable, non seulement du point de vue intérêt pour la valeur de ces ressources, mais aussi ça va créer de l'emploi, n'est-ce pas? Ce qui est important pour la jeunesse, parce que la jeunesse aussi a besoin de travailler. Voilà, c'est c'est vraiment très important, c'est un élément clé. Donc imaginez, nous prenons par exemple, parfois on se pose toujours ces questions, est-ce que les mines que nous possédons sont une malédiction ou une bénédiction? C'est une question très très importante. Les mines peuvent être une malédiction
tout comme une bénédiction. Tout dépend de la gestion, tout dépend de l'organisation, c'est-à-dire de ces pays qui détiennent ces ressources. Si nous gérons mal ce que nous détenons, par exemple, nous, en Guinée, nous avons la bauxite, le fer et bien d'autres, et d'autres pays comme le Mali, l'or, tout dépend de comment vous gérez. Quand je prends par exemple le Niger aussi, qui détient beaucoup de ressources, et nous avons le Nigérien pour le pétrole, n'est-ce pas? En fait, tout cela dépend de la gestion, d'une bonne gestion. C'est pourquoi je disais que un pays pauvre en ressources humaines ne pourra jamais se développer parce que tout cela est organisé, tout cela est géré par les humains. Oui, par les humains. Tout cela est géré par les humains. Donc c'est très, 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 très important. Les ressources peuvent être une bénédiction si nous prenons nos dispositions, si nous gérons bien notre responsabilité qui nous revient pour que ça soit en faveur de la population, pour que ça soit en faveur de nos pays, pour que nos pays, oui, puissent se développer à travers ces ressources. Oui, parce qu'un pays peut se développer seulement à travers une seule ressource. Par exemple, comme nous le savons tous, aujourd'hui on parle des Qataris, on parle des pays arabes qui sont développés à travers le pétrole qui détient, n'est-ce pas? Et pourtant, le pétrole n'est pas plus cher que les ressources comme l'or. C'est trop minime même. Ce n'est même pas comparé en fait. Oui, comme l'or, comme la bauxite, comme le fer, comme, je sais pas, de la platine et bien d'autres. Ce sont des ressources qui ont une valeur très très élevée, plus élevée que du pétrole. Beaucoup, c'est même trop quoi. Ouais, c'est beaucoup de différence. Donc, ce qui voudrait dire que nous aussi, on pouvait se développer avec ça. Voilà. Mais si nous gérons mal, ces ressources vont devenir une malédiction pour nous. Une malédiction parce que si nous ne profitons pas, malgré ce que nous détenons, nous restons pauvres et que la population souffre. Ça ne peut pas aller. Cela ne peut pas nous aider. Ça ne peut pas nous aider. Ça ne peut pas nous aider. Donc, en fait, il y a une solution à tout. Et je pense que ce qui est favorable, c'est de faire à ce que nos ressources soient une bénédiction pour nous. Une bénédiction pour nous lorsque nous irons très bien. Une bénédiction pour nous lorsque nous mettons en place ce qu'il faut pour en profiter. Donc, nous devons connaître la valeur de ce que nous détenons. Oui, la valeur de ce que nous détenons, c'est très important. C'est très important. Quand je prends par exemple le cas de la platine, imaginez, 90% se trouve en Afrique et la grande partie, peut-être même plus de 60%, ça se trouve en Afrique du Sud. Et bien sûr, en tout cas en Afrique, on sait que c'est le pays le plus développé, ce qui n'est pas mauvais, c'est très bien. Et je pense que si nous aussi on faisait comme les autres, on peut aussi arriver à ce niveau. Même pas aujourd'hui et demain, mais c'est possible. Rien n'est impossible à toute personne qui décide d'y aller. Il faut oser, il faut risquer. Il faut oser, il faut risquer. En tout cas, sincèrement, moi, actuellement, je ne dis pas que tout ce qui se passe en Guinée, je suis d'accord ou j'aime forcément. Mais en ce qui concerne le domaine des mines pour la gestion, ce qui se passe avec les sociétés étrangères, c'est important si on continue quand même sur cet élan. Bah, bien sûr, en prenant des responsabilités en ce qui concerne la gestion de ce que nous gagnons à travers de ça pour la gestion. Parce que on peut tant mettre la pression sur les sociétés étrangères pour construire tout cela, mais ce que nous gagnons, comment nous gérons ça? Et comment nous gérons ce que nous gagnons? Est-ce que nous le gérons au profit de la population ou est-ce que, voilà. En tout cas,
Sincèrement, je donne big up au gouvernement actuel. Oui, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. C'est bien, sincèrement. Oui, l'autre élément très, très important que je vais en parler maintenant concerne les enjeux environnementaux et durabilité. Oui, parce qu'il faut le savoir, c'est très important. Que vaut une mine si elle détruit nos forêts, si nos rivières meurent, si nos sols s'assèchent, si des générations sont sacrifiées ou nos enfants tombent malades, si le développement de nos pays rime avec notre propre destruction. Il n'en vaut pas la peine, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, l'ère de la conscience écologique a quand même sonné. Le monde change, la science évolue et la conscience s'élève. Voilà, c'est très important. Pas comme autrefois, en ce qui concerne les mines, ce n'était que creuser, extraire, encaisser, exporter. Peu importait ce que l'on laissait derrière. Des trous béants qu'on laissait derrière, des rivières rouges, des boues, des générations sacrifiées, des sols contaminés. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi il faut exiger une réhabilitation des sites miniers. Chaque pays devrait le faire, quelle que soit la société, qu'elle soit étrangère ou pas. C'est important, c'est important. Voilà, c'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui les géosciences modernes ne peuvent plus ignorer l'environnement. Oui, c'est très important, la réhabilitation d'un site minier. Lorsqu'une mine ferme, cette zone ne doit pas être laissée comme un désert toxique. Il faut le réhabiliter. Il faut une réhabilitation à travers le reboisement de ces zones, le remodelage des sols, le traitement des eaux polluées. Voilà. C'est là le traitement des zones polluées. En fait, c'est tellement normal qu'il faudrait que ça soit obligatoire. Ça doit être obligatoire pour tout, en fait, pour n'importe quelle mine. Dès que c'est la fin, il faut une réhabilitation. C'est normal. Et même régler, s'il faut, certaines choses avec la population autour. Parce que une chose très importante que je vais signaler, c'est que il ne s'agit pas seulement de trouver des gisements. Il s'agit de sauver aussi les vies autour de ces gisements. Très important. Trouver les mines, c'est bien, mais sauver aussi les vies autour de ces gisements, c'est bien meilleur, n'est-ce pas? Donc, très importante. Et il faut aussi ajouter, c'est-à-dire le recyclage. Parce que parfois, moi, je me demande pourquoi continuer à saigner la terre alors que tant de ressources ou tant de métaux dorment dans les déchets. Oui. Est-ce que, prenons l'exemple, par exemple, recycler de l'aluminium, du cobalt et bien d'autres, n'est-ce pas, ou du cuivre, on peut les revaloriser, on peut les recycler. On peut aussi revaloriser nos anciens téléphones, nos anciens batteries, nos anciens ordinateurs. Savez-vous que une tonne de smartphones usagés contient plus d'or que certaines mines profondes? Le saviez-vous? Eh bien, c'est bien le cas. Ah oui. Donc, les recycler, c'est aussi une bonne chose, n'est-ce pas? Recycler, c'est-à-dire faire des extractions aussi qui sont propres et durables. Parce que lorsqu'on fait une extraction propre, cela nous aide aussi à ne pas polluer de l'environnement.
Maintenant, concernant le recyclage, oui, par exemple, pour l'or, n'est plus jeter de l'or avec des labos. Aujourd'hui, avec de la nouvelle technologie, nous pouvons vraiment, c'est-à-dire recycler beaucoup de choses. C'est très important. Voilà. Donc, il faut aussi exiger de l'extraction propre. Quand je parle de l'extraction propre, c'est-à-dire qui est durable, en éliminant ici des techniques qui concernent l'utilisation de la cyanure ou du mercure, ce qui est vraiment très polluant, très très polluant. Oui, c'est vraiment polluant, c'est très important. Et en fait, il faut vraiment exiger toutes ces choses-là. C'est pourquoi souvent je me demande, oui, nous en Afrique, nos mines ou nos ressources sont convoitées. Mais est-ce que nous avons vraiment une vision à long terme? Parce que si c'est vraiment le cas, il faudrait en fait exiger en plus de ce qui s'est fait. Parce que oui, actuellement, on le voit, ça s'est fait. Mais il faut encore plus exiger en ce qui concerne des études d'impact environnemental. Des études d'impact, oui, environnemental, c'est très important. Et il faut des fonds pour ces études. Oui, il faut des fonds. Donc, il faut exiger cela parce que une mine qui ne respecte pas les hommes et la nature, ce n'est pas une mine, c'est un piège. Oui, si une mine ne respecte pas les hommes et la nature, euh, c'est pas une mine, c'est un piège. Oui, c'est un piège. Parce que nos mines doivent nous construire et non nous enterrer. Parce qu'une mine durable, c'est une mine, c'est-à-dire avec une extraction qui est importante, ou sinon une mine qui crée, c'est-à-dire de la richesse sans ravager. Donc, pour revenir, le recyclage, c'est très important parce que recycler, c'est extraire sans creuser, c'est produire sans polluer. Et lorsqu'on ne pollue pas, n'est-ce pas, c'est important. C'est important pour nous en tant qu'humains, c'est important pour la nature, c'est important pour nous au final, parce que c'est toujours nous qui en bénéficions de tout cela. Voilà, donc le recyclage, c'est très important, revaloriser ces choses. Il y a tout dans ces déchets que nous abandonnons avec cette nouvelle technologie. Nous pouvons toujours refaire ces choses. Ah oui. Alors, autre chose, c'est que c'est ce lien entre les ressources et la domination. Oui. La question qu'on se pose souvent, pourquoi ces pays riches veulent-ils toujours nos sols? C'est simple, parce que les ressources, ce ne sont pas seulement des matières, c'est aussi en fait un pouvoir ou un levier du pouvoir. Voilà, ce n'est pas juste de la matière. Une ressource n'est pas juste de la matière, c'est aussi un levier du pouvoir. Parce qu'ils savent que celui qui contrôle du cobalt contrôle de l'intelligence artificielle. Celui qui maîtrise du lithium, c'est-à-dire dicte la mobilité électrique, et celui qui possède de l'or impose la monnaie, n'est-ce pas? Parce que, comme je l'ai déjà dit, l'or, c'est réserve monétaire. La banque centrale, nous le savons tous. Donc, celui qui possède de l'or impose la monnaie. Mais, paradoxalement, toutes ces ressources que je suis en train de citer, l'Afrique est le corps fort de ces ressources. Oui, du cobalt, du lithium, l'or, du coltan et bien d'autres, de la bauxite. Mais pourquoi nous ne dominons pas? Ou pourquoi sommes-nous toujours pauvres? Pourquoi? Parce que tout simplement, en quelque sorte, nous sommes toujours sous cette domination, oui,
la domination, bien sûr, je le dis comme ça. En fait, la domination, elle est encore là. Elle ne s'est pas limitée avec la colonisation. Ça continue encore. C'est juste, en fait, c'est juste la manière qui est transformée, qui s'est changée. En fait, la domination, c'est simplement transformé d'une autre manière. Mais ça continue encore parce que ce n'est pas nous qui imposons la monnaie. Et pendant longtemps, on nous a fait croire que la richesse venait de la technologie, de l'industrie, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas faux, c'est parce que c'est bien vrai. La richesse vient de la technologie, de l'industrie et bien d'autres. Mais sans les ressources naturelles, cela ne fonctionnera pas. Parce que sans les ressources naturelles, il n'y aura pas de technologie, il n'y aura pas d'industrie, il n'y aura pas d'avancée, on ne parlera pas d'intelligence artificielle, on ne parlera pas de voitures électriques, on ne parlera pas de monnaie ou quoi que ce soit. Il faut ces ressources naturelles. C'est pourquoi nous serons toujours comme ça, en fait. Donc, c'est à nous de prendre notre responsabilité. Notre responsabilité en ce qui concerne la gestion des contrats, notre responsabilité en ce qui concerne les contrats que nous négocions, notre responsabilité à faire des choses 50-50, pas d'amitié, pas d'amitié. Voilà. Nous, il faut qu'on fasse les choses à notre faveur. En fait, comme les autres, quand ils négocient des contrats qui les concernent, c'est leur pays d'abord. Mais nous, souvent, ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'on négocie des contrats, c'est d'abord ma poche, ou sinon, en fait, puisque nous nous disons déjà que nous, on ne pourra pas transformer, donc on est obligé souvent d'accepter ce qui n'est pas du tout normal. Ce qui n'est pas du tout normal. Donc, en fait, nous, si nous connaissons déjà que celui qui contrôle le combat contre l'intelligence artificielle, c'est pourquoi je disais au début que nous, en fait, il est nécessaire pour nous de connaître la valeur de ce que nous détenons ou ce que nous possédons. Et c'est en fonction de ça que nous pouvons prendre nos décisions, notre responsabilité pour évoluer. Oui, c'est possible. Nous pouvons aussi devenir des puissances économiques. Nous pouvons aussi, nous avons tout pour devenir des puissances économiques et sur tous les plans même. Nous avons de l'uranium. Pourquoi on parle d'autres pays pour dire que oui, ils peuvent fabriquer des trucs, tout ce qui concerne le nucléaire. Et pourtant, nous avons de l'uranium. Nous avons plein d'autres choses. Pourquoi pas? C'est parce que nous n'avons pas encore pris cette responsabilité. Nous continuons de négliger. Ou nous continuons de profiter. En fait, ce qui nous trompe de plus, c'est que lorsque nous négocions nos contrats, ce n'est pas plus pour le pays qui compte, mais l'affaire personnelle. L'affaire personnelle. C'est souvent ce qui fait que, parce que, bon, imaginons que moi j'ai négocié un contrat et en ayant dans ma tête que je compte d'abord gagner plus pour ce qui me concerne. Mais si c'est moi seul, même si on me propose une somme que je vais finir par accepter, et c'est souvent ce qui arrive. C'est souvent ce qui arrive. Sinon, imaginez bien comment est-il possible que c'est nous qui possédons plus d'or, mais les monnaies nous sont imposées. Comment se fait-il que c'est nous qui possédons plus de cobalt, mais l'intelligence artificielle n'est pas contrôlée par nous? Comment se fait-il que nous possédons du lithium un peu partout en Afrique, mais ce n'est pas nous qui dictons de la mobilité électrique? Nous achetons seulement. En plus, nous exportons cela à l'état brut et, et ils vont à leur tour nous revendre cela à un prix d'or.
Ils ont raison, n'est-ce pas? Parce que nous avons refusé de prendre notre responsabilité ou de négocier les choses confortablement à ce qu'il faut pour, c'est-à-dire le développement de nos pays. Normalement, l'Afrique devait être plus développée que les autres, sincèrement, sincèrement. Mais je pense que c'est possible, c'est maintenant. Oui, c'est maintenant. C'est pas aujourd'hui, c'est maintenant. Je pense qu'avec cette nouvelle génération, voilà, nous allons y arriver. On va y arriver. Oui, on va y arriver. Voilà. En fait, c'est nécessaire. C'est inévitable. Parce que je pense, si nous voulons être vraiment libres et prendre la responsabilité, nous devons justement chercher à avoir le contrôle sur nos propres monnaies. Et aussi, lutter à ce que nos monnaies aient de la valeur. Bien sûr, c'est très, très important pour nous. Oui, c'est très important pour nous. Parce que c'est pas possible. Ça fait mal de voir que c'est nous qui possédons plus d'or alors que nos monnaies nous ont imposé. Et en plus, nous payons les quotas. Quand je prends par exemple le cas du franc CFA, n'est-ce pas? Nous, en Guinée, notre monnaie qui est tellement faible que malgré c'est notre propre monnaie, mais après tout, quand même, pourquoi l'autre monnaie est plus que l'autre monnaie? C'est pas normal, non? C'est de l'injustice. Et pourtant, nous avons aussi de l'or. Pourquoi? Pourquoi nous acceptons cela? Pourquoi nous continuons dans cette lancée? C'est une question à se poser. C'est une question qui se traite. Il y a bien sûr des solutions. Il y a des solutions. Oui, nous devons juste prendre notre responsabilité et se poser et faire des choses 50-50. Pas de négociation. Ouais. Alors, c'est aussi important de dire que les géosciences évoluent bel et bien avec l'évolution de notre monde d'aujourd'hui. Oui, en fait, plus souvent lorsqu'on parle des géosciences, on pense tout de suite à des mines, on pense tout de suite à des roches, à des cailloux. Et, mais aujourd'hui, en fait, les géosciences sont au cœur de la technologie moderne. Elle est peut-être invisible, mais elle existe ou elle est toujours avec tout ce qui fait fonctionner notre monde d'aujourd'hui. Oui, dans notre vie quotidienne. En fait, j'ai envie de dire que les géosciences sont aujourd'hui au carrefour de la technologie moderne. Oui, au carrefour de la technologie moderne à travers beaucoup de choses, puisque nous savons que nous utilisons cette géoscience, c'est-à-dire pour comprendre le monde, pour comprendre, maîtriser tout ce qui concerne ces mines, les sols et bien d'autres choses à travers plein de domaines. Voilà. Et pour comprendre ces mines, pour comprendre ces ressources, il faut de la géoscience moderne. Comme je le disais, nous avons toutes ces choses en Afrique, mais il faudrait une formation, c'est-à-dire, oui, pour saisir aux sciences, pour pouvoir bien comprendre cela, afin de maîtriser ce que nous possédons et pouvoir dominer nous aussi. Bien sûr, nous avons de la bauxite qui est utilisée dans la fabrication des avions, parce que la bauxite, à travers laquelle nous avons de l'aluminium qui est utilisé ici pour les avions, parce que c'est bien légère et aussi c'est résistant, n'est-ce pas? Et c'est aussi utilisé pour les câbles électriques. Ça remplace souvent le cuivre parce que c'est aussi légère et résistant. Voilà, c'est bien utilisé pour beaucoup d'autres choses. Et lorsque nous prenons par exemple du lithium, sans c'est-à-dire le lithium, on ne parlera pas de voiture électrique, on ne parlera pas de batterie. Voilà, en fait, c'est incontournable, c'est incontournable.
Voilà. Nous avons des terres rares. Il faut dire que celui qui possède les terres rares, en fait, contrôle beaucoup de choses en ce qui concerne aujourd'hui les systèmes de défense parce que les terres rares sont utilisées pour des satellites, pour les missiles et bien d'autres choses. Voilà, c'est très important. Et il y a une chose que nous négligeons souvent, que nous ne considérons pas d'ailleurs, c'est de la silice, c'est-à-dire du sable purifié. La silice ou du sable, nous ne connaissons pas souvent cela, nous négligeons, mais c'est tellement important parce que c'est utilisé pour les puces que nous utilisons. C'est utilisé aussi pour les panneaux, les panneaux solaires que nous utilisons souvent pour la lumière et bien d'autres choses. Oui, le cœur, c'est-à-dire ces cellules des panneaux photovoltaïques, c'est à travers de la silice, c'est du sable. Voilà. Et c'est aussi utilisé pour les fibres optiques. Les fibres optiques pour les Wi-Fi que nous utilisons souvent, par exemple, pour la connexion, c'est-à-dire l'Internet à haut débit. C'est de la silice qui est utilisée pour ça aussi. Mais c'est parce que nous ne connaissons pas. Comme je le dis, les géosciences sont autour de nous et dans notre vie quotidienne. C'est tout simplement parce que nous ne connaissons pas. Voilà. Bon, en quelque sorte, si c'est pas ton domaine, on peut le comprendre. Voilà. Et à part ça, nous avons peut-être beaucoup de choses, n'est-ce pas, que nous pouvons utiliser en Afrique. Sauf que nous-mêmes, nous avons tout ça, mais ce n'est pas contrôlé par nous. C'est contrôlé par les autres. Vous voyez. Sinon, nous avons beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce que moi je dis, c'est que c'est bien. Aujourd'hui, nous laissons peut-être, ou bien nous essayons peut-être de négliger ces domaines dans nos pays, alors que les autres, ils le font, mais autrement. C'est-à-dire, les géosciences dans les autres pays, ça continue de se développer, mais de façon très moderne, à travers l'informatique qui est totalement impliquée, parce que c'est bien trouver une mine, exploiter avec la technologie et bien d'autres très importantes. Mais bien avant, c'est d'abord un géologue, explorateur, qui fait ses recherches pour trouver une mine, pour dire que oui, tel endroit, il y a une mine, il y a un gisement. D'abord, tu vois, en ce moment, on parle de gisement. C'est le géologue qui trouve, c'est le géologue qui trouve du cobalt, c'est le géologue qui trouve, je vais dire, c'est le géologue qui trouve du cobalt, c'est le géologue qui cherche et trouve de n'importe quel minéral, de l'or, de la bauxite, du fer, du diamant, tout, tout ce qu'on connaît. C'est le géologue qui trouve cela. Et avant toute chose, il faut d'abord trouver, n'est-ce pas? Et parmi les géologues, c'est aussi avec des étapes. Il y a d'autres qui sont là, qui travaillent jusqu'à la fin du même. Voilà, c'est avec des, c'est aussi avec des spécialités. Donc, les géosciences, c'est aujourd'hui un domaine, en tout cas incontournable en ce qui concerne l'Afrique parce que nous sommes souvent manipulés à travers nos ressources parce que nous ne connaissons pas ce que nous avons. Nous ne connaissons pas la valeur, nous ne connaissons pas ce que nous possédons. J'insiste tellement pour ça parce que c'est c'est vraiment très important de connaître ce que tu as. C'est comme si tu as un enfant mais tu ne le connais pas. Tu ne pourras jamais dompter ton enfant si tu ne le connais pas en fait. Voilà. Ou tu as un engin que toi tu ne sais pas rouler ou bien tu ne connais même pas sa valeur. Tu ne sauras pas comment entretenir l'engin que tu détiens. Donc il faut bien connaître quelque chose pour savoir euh, tenir cela ou bien pour bien prendre ça ou pour prendre soin de ça. Voilà, c'est vraiment très important pour nous, très très important. C'est pourquoi
Nous avons toutes ces ressources, mais nous n'arrivons toujours pas à décoller parce que ce qui nous intéresse plus, nous, c'est l'argent direct. C'est l'argent direct. C'est-à-dire lorsqu'on nous parle d'une ressource ou d'une réserve minière, par exemple, dans un pays, c'est que ce que nous voyons de plus, c'est l'argent qui est derrière directement. Alors que ceux qui viennent négocier, ils sont en train de voir l'avenir. C'est pourquoi je dis que souvent, c'est ce qui nous manque aussi, la vision. La vision, qu'est-ce que nous planifions ou bien qu'est-ce que nos dirigeants et aussi les dirigés, bien sûr, qu'est-ce que nous planifions souvent pour l'avenir de nos pays à travers les ressources que nous détenons, à travers les ressources que possèdent nos sols. Parce qu'il faut des projets d'avenir. C'est en fonction de ça que nous pouvons bien gérer ces choses-là. En fait, nous voyons des choses à court terme et les autres, ils voient des choses à long terme. Donc, aujourd'hui, on négocie, mais après, ils vont venir encore nous vendre ce que nous avons vendu à bas prix. À l'air tout, c'est à un prix élevé, qui est souvent multiplié par 10 ou même fois 100. Et c'est normal parce que nous ne planifions pas l'avenir, en fait. Nous voyons juste ce qui est vrai. Supposons, je suppose même pas, c'est souvent ce qui se passe, par exemple, un pouvoir qui arrive pour 5 ans. Pendant ce temps, il va se dire que mais je n'ai que 5 ans ici, donc je vais profiter, je vais faire tel, je vais faire ce que je veux, et après, je libère. Et c'est souvent ça. Tandis que dans d'autres pays qui cherchent à se développer, même si c'est chaque 5 ans un nouveau président, pour un pays, il y a, c'est-à-dire un plan. Si tu veux partir, il faut partir, mais le plan, ça continue. Oui. C'est-à-dire, ce qui concerne le pays, c'est que tu, que, que tu sois ennemi de celui qui est au pouvoir ou quoi que ce soit. Vous devez en fait vous donner les mêmes afin que, oui, les choses puissent bouger. C'est ce qui se passe chez les autres. Contrairement à ce qui se passe chez nous en Afrique, c'est que si je ne suis pas au pouvoir ou si je ne suis pas dans le gouvernement en ce moment, tout ce que je peux faire, c'est combattre ou bien c'est chercher à voir le déclin de l'autre. Pourtant, cela ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas, en fait. Voilà. Et c'est même ce qui arrive souvent lorsque, lorsqu'un opposant ou quelqu'un d'autre ne cherche qu'à voir le déclin de l'autre, c'est que ceux qui cherchent à combattre ou gagner quelque chose passeront par ces gens-là pour négocier des choses inutiles, juste pour faire descendre celui qui est là ou bien pour faire tel. Et après, d'ailleurs, une chose très importante, c'est que, en ce qui concerne les mines, c'est pourquoi j'ai dit que les mines, ça peut être, les mines peuvent être une malédiction, tout comme une bénédiction pour un pays. Oui. Je vais parler plus de ce côté des malédictions. Pourquoi malédiction? Parce que ça se passe comment? Je suis en train de dévoiler un secret qu'un prof m'a une fois expliqué en fait. Supposons que un pays euh, a une réserve d'or, par exemple, qui est vraiment importante. Et pendant ce temps, le pays, tout va bien. En fait, parce que déjà, pour donner le prix d'un minerai, il y a plusieurs, il y en a plusieurs critères. Je pense au nombre de 5. Mais les plus importants, c'est que c'est l'instabilité politique. Savez-vous que l'instabilité politique dans un pays joue beaucoup sur le prix du minerai ou sur le prix de ses ressources qu'ils revendent, qui sont exploitées chez eux.
Savez-vous que lorsque une mine, par exemple, est proche d'une route, c'est-à-dire quand l'accès est facile, cela augmente aussi la valeur ou le prix, c'est-à-dire du minerai ou voilà, de cette ressource. Par contre, quand l'accès est difficile, tout cela compte en fait dans la négociation des contrats ou le prix des minerais. Voilà, ce que nous négligeons plus. Après, il y a plusieurs d'autres facteurs. Il y en a 5 dans le jargon euh, de la métallogénie. Il y en a 5 critères. Mais je vais plus me baser, je vais me limiter sur ces 2 critères. L'instabilité politique. Parce que chez nous en Afrique, c'est plus sur ça. En fait, c'est ce qui se passe plus. Par exemple, un pays où il y a, par exemple, des problèmes d'instabilité politique, que ce soit, par exemple, le terrorisme ou bien les coups d'État, ou bien beaucoup d'autres choses. En fait, du fait qu'il y a l'instabilité politique, cela a un grand effet. Cela a beaucoup d'impact sur les ressources. Et bizarrement, si vous remarquez, c'est toujours pendant ces moments difficiles que les, les puissances étrangères viennent négocier. Vous allez voir quand l'autre vient aujourd'hui, une semaine après, c'est l'autre qui vient, une semaine après, ou bien 2 jours. Parfois même, ils vont se rencontrer parce que les autres, ils sont unis. Oui, ils ont des différences entre eux, mais lorsqu'il s'agit des intérêts pour puiser en Afrique, ils sont soudés. Ils sont soudés. Avant de venir, d'ailleurs, tout est déjà parlé. Chacun vient pour faire sa part. Il ne doit pas. Voilà quoi. En quelque sorte, ce n'est pas moi. Je ne fais que transmettre ce que j'ai reçu en ce qui concerne ces domaines et comment ça se passe chez nous en Afrique. Et nous devons prendre cette responsabilité pour voir tout cela parce que rien n'est plus caché. Nous connaissons tous, nous étudions dans les mêmes écoles, nous connaissons cela. Heureusement, aujourd'hui, avec l'Internet et avec, bien sûr, le fait que nous poussons aussi, nous, un peu, cela nous permet de comprendre cela, de ne plus être aveugle. Remarquez très bien ce que je viens de dire. C'est toujours pendant des moments instables dans les pays que vous allez voir la négociation des contrats. Remarquez ça très bien. C'est toujours pendant des instabilités politiques dans nos pays que vous allez voir la négociation des contrats. Même s'il y a des anciens contrats. Et bizarrement, souvent, celui qui vient, il peut en fait bloquer tous les contrats d'avant et renégocier. Bah, c'est toujours comme ça en fait. Et oui, en dernier lieu, nous allons parler en fait du futur des ressources africaines parce que c'est très important. Oui, on parle du présent et le futur, c'est surtout ce qui nous concerne d'ailleurs parce que lorsqu'on parle de la jeunesse, c'est pour aujourd'hui et demain. Voilà. Et imaginez un tout petit peu, une Afrique où on ne vend plus, c'est-à-dire nos ressources aux plus offrants, ou autrement dit aux étrangers. Une Afrique où l'or ne quitte plus le continent avant d'avoir été transformé sur place, ici. Une Afrique où nous avons la capacité de produire nos propres batteries. Avoir, par exemple, des laboratoires pour les recherches en ce qui concerne les batteries, parce que nous avons du lithium, nous avons le cobalt, nous avons le graphite, les ressources clés, n'est-ce pas, pour la fabrication des batteries. Parce que notre monde actuel entre dans une ère électrique. Une ère électrique où les batteries deviennent plus précieuses que le pétrole. Une ère où nous assistons à la fabrication des voitures électriques.
Voilà. Donc, nous avons besoin aussi de valoriser ces choses. Et autre chose, c'est que pour que tout cela puisse bien fonctionner, nous avons besoin aussi de mettre en place ou bâtir des écoles minières de classe mondiale. Parce que oui, lorsqu'on parle de la formation de la jeunesse, il faut des écoles. Il faut donc investir dans l'éducation pour former les jeunes, pour avoir des experts en Afrique. Ne pas compter sur les autres pour venir travailler ou pour venir nous montrer comment extraire. Oui, montrer, c'est pas mauvais, mais venir travailler à notre place. Ou c'est d'ailleurs la raison principale qui nous pousse à négocier des contrats qui ne sont pas vraiment favorables pour nous. Parce que nous, en fait, notre manière de penser, c'est que nous avons des ressources et nous ne savons pas comment exploiter ou comment transformer pour fabriquer telle ou telle chose. Nous n'avons pas la capacité. C'est donc la plus grande raison d'ailleurs qui nous pousse souvent à faire des contrats juste parce que si on ne le fait pas, mais qui va utiliser ces ressources? C'est ce qu'on se dit souvent. Et pourtant, nous pouvons le faire si nous prenons bien sûr une patience de travailler d'abord sur la jeunesse, d'investir sur la jeunesse, d'investir dans l'éducation, avoir bien sûr une bonne gouvernance et miser sur la valorisation locale et avec des coopérations sud-sud. C'est très important. Je pense que c'est cette coopération qui est favorable pour tout pays africain. Et comme je l'ai dit, pour un pays dont son développement ou son futur en ce qui concerne le développement ou la modernisation est lié aux mines, est lié aux ressources minières, est appelé ici à investir, oui, à travailler convenablement sur la jeunesse, à miser sur la jeunesse. Parce que comme je disais dans, c'est-à-dire les premières parties, que un pays pauvre en ressources humaines ne pourra jamais se développer. Parce que nous pouvons beau avoir les ressources, nous pouvons avoir de l'or, nous pouvons avoir de la bauxite, nous pouvons avoir du coltan, nous pouvons avoir du pétrole, nous pouvons avoir, je sais pas, du diamant, nous pouvons avoir de la platine, nous pouvons avoir du manganèse, du magnésium et tant d'autres. Nous pouvons tout avoir, mais c'est l'être humain qui doit gérer toutes ces choses. C'est l'être humain. Si ce n'est pas l'être humain, c'est l'être humain pour ce qui nous concerne, c'est nous. Donc, il faut travailler sur la jeunesse, il faut investir dans l'éducation. C'est pourquoi c'est aussi important d'avoir une administration très organisée en ce qui concerne le soutien des entreprises, oui, des entrepreneurs. Parce que si cela est mis en place, cela encourage aussi la jeunesse à entreprendre. Et lorsqu'il y a un soutien, bien sûr, imaginez avoir plusieurs entreprises dans un pays. Cela permet à l'État ou le gouvernement, bien sûr, de taxer ces entreprises minières, par exemple, pour investir dans l'éducation, pour investir dans la santé, pour investir dans beaucoup de domaines qui concernent la modernisation, bien pour le développement de notre pays ou de notre cher continent. Voilà. Je pense que investir dans l'éducation, c'est nécessaire. C'est incontournable. C'est incontournable parce que lorsqu'on veut un développement, ce n'est pas juste aujourd'hui, c'est aussi demain. Voilà. C'est aussi demain. Donc, il faut ça. Et pour les entreprises, il faut cela, il faut soutien. Pourquoi pas? Imaginez avoir des laboratoires qui fabriquent qui travaillent à notre propre compte pour fabriquer nos propres batteries, n'est-ce pas? Et aussi avoir des usines de transformation sur place de nos minéraux qui nous appartiennent, c'est-à-dire à nous-mêmes, des usines qui sont pour nous-mêmes et non pour les autres. Quel avantage d'extraire, par exemple, la bauxite ou l'or dans ton pays
le traiter, le transformer et le fabriquer aussi. Oui, nous sommes capables aussi de fabriquer des téléphones, nous sommes capables de fabriquer des ordinateurs, nous sommes capables de fabriquer des voitures. Il suffit juste d'investir. Et en fait, il suffit de se former. Voilà. Il suffit de se former comme les Chinois le font, n'est-ce pas? Ils se déplacent, ils partent par exemple aux États-Unis ou dans d'autres pays lorsqu'ils vont apprendre et après ils vont revenir chez eux pour mettre cela en pratique. Donc je pense que nous aussi on peut le faire. On peut le faire en allant apprendre chez les autres et aussi revenir chez nous. Après le mettre en pratique. Pour moi, la plus belle manière de former, c'est de le faire chez nous-mêmes, bien sûr. Qu'est-ce que je vais dire par là, c'est que avoir des écoles minières de classe mondiale, bien sûr, même s'il faut aller apprendre après, mais lorsque nous reviendrons, en fait, pour des années à venir, nous n'aurons plus besoin d'aller ailleurs. Mais pour un début, envoyer des gens à l'extérieur pour aller apprendre la nouvelle technologie chez les autres et bien sûr venir le mettre ici chez nous en Afrique. C'est ce qu'il nous faut pour décoller, c'est ce qu'il nous faut pour bouger. Voilà. Et je pense qu'il faut, comme je le disais, il faut vraiment, ça aussi c'est très très important, il faut vraiment faciliter, c'est-à-dire en ce qui concerne le soutien des entrepreneurs, parce que c'est très important. C'est très important de soutenir les jeunes qui veulent entreprendre. Parce que après, c'est tout ça qu'on compte lorsqu'on parle du développement d'un pays. Aujourd'hui, on parle des États-Unis. Parce qu'il y a des plus grands entrepreneurs. On parle d'Elon Musk, l'homme le plus riche, parce qu'il est aux États-Unis. Tout ça, c'est très important, n'est-ce pas? Parce qu'aux États-Unis, même pour une personne qui arrive aujourd'hui, il peut commencer à entreprendre. Les choses sont un peu faciles. Il y a un peu cette liberté de pouvoir décoller, de pouvoir se développer et ça donne cette motivation, ce qui n'est pas forcément chez nous. Je pense qu'il faut aussi travailler sur ça. Voilà, c'est vraiment très 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 important pour nous. Voilà. Et autre chose, c'est que bien sûr, lorsque nous travaillons sur ces ressources, je pense qu'il y a une chose très importante qui nous manque à travers cette organisation, c'est aussi sur le domaine de l'environnement que j'ai déjà parlé, bien sûr. C'est pourquoi il faut investir dans la santé aussi. Parce que dans une zone où il y a l'exploitation minière, quelles que soient les conditions qui sont respectées, il y aura forcément, direct ou indirectement, l'impact en ce qui concerne le domaine de la santé, quelles que soient les conditions respectées. Donc, avoir en tout cas des hôpitaux qui sont vraiment, voilà, qui respectent les normes, en fait. Voilà, c'est très important. C'est très important. C'est pourquoi, voilà, j'ai dit qu'il faut investir dans les domaines de demain. Voilà, les filières de demain qui sont utiles pour le pays. C'est pourquoi il est important de mettre les filières dans les universités pour orienter les étudiants, la jeunesse, dans des filières qui sont utiles pour le pays aujourd'hui et demain. Cela doit être nécessaire pour tout un pays, pour tout un pays. Oui, voilà. Voilà. Alors, pour récapituler tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire comme solution concrète qu'on peut proposer, ou sinon que je peux proposer, c'est que il nous faut mettre en place ou créer des centres d'innovation minière panafricaine. Il nous faut en fait renégocier des contrats avec justice et transparence. Ça, c'est la deuxième des choses. Troisièmement, il faut donc à travers cela, taxer bien sûr les entreprises qui seront mises en place pour investir dans l'éducation et la santé. C'est très important. Et
au final, c'est que il faut former la jeunesse dans les sciences de demain, les sciences qui sont utiles pour le développement de l'Afrique, les sciences qui sont utiles pour chacun de nos pays. Voilà. Ce sont des choses qu'il faut mettre en place. Je pense que c'est aussi simple que ça. En fait, on nous a parlé du fameux Kankou Moussa, autrement appelé Mansa Moussa. L'histoire nous montre que cet homme n'était pas seulement un souverain, mais c'était l'incarnation de la grandeur africaine. Oui, parce que cet homme, son empire, c'est-à-dire le royaume du Mali, reposait ici sur la commercialisation des routes. Ils avaient maîtrisé, en fait, son pouvoir aussi dans son royaume reposait, c'est-à-dire où sa puissance reposait ici, se reposait ici sur la maîtrise des, des routes commerciales et aussi la transformation ou sinon la connaissance c'est-à-dire de son sol, son sous-sol et de ses ressources minières qui contient, c'est-à-dire cette terre, bien sûr. Et quand comme ça, cet homme, c'est-à-dire a su transformer, c'est-à-dire ses ressources minières en puissance économique, influencée de toutes les manières, comme nous le connaissons jusqu'aujourd'hui. Et cette même histoire nous montre aussi que Kanko Moussa n'était pas seulement riche, mais il était le plus riche de l'histoire. Oui, parce qu'on nous dit que sa fortune équivaut aujourd'hui, c'est-à-dire en dollars américains, à plus de 400 milliards de dollars américains. Plus de 400 milliards. On n'a pas de juste, on dit plus de 400 milliards. Qui sait? Imaginez, si cet homme a pu le faire depuis les temps anciens, imaginez au 14e siècle. Qu'est-ce qui nous empêche ou qu'est-ce qui pourrait faire que nous n'arrivions pas, ou bien qu'est-ce qui peut nous empêcher de réaliser cela? Nous sommes aussi capables de faire plus que lui. Nous sommes capables de faire plus que lui, 1000 fois plus que lui, parce que aujourd'hui nous avons plus la technologie, nous avons beaucoup de choses qui n'existaient pas à son temps. Donc, je pense qu'il nous faut juste une conscience collective. En fait, il nous faut une vision. Ce qui nous manque, en fait, ce n'est pas de l'or qui nous manque, ce n'est pas le diamant qui nous manque, ce n'est pas de la bauxite qui nous manque, ce n'est pas du lithium qui nous manque, ce n'est pas du coltan qui nous manque. Rien de tout ça ne nous manque. Ce qui nous manque, c'est une vision. Ce qui nous manque, c'est une conscience collective. Ce qui nous manque, c'est cette organisation qui nous permettra de décoller avec des coopérations sud-sud, avec bien sûr des négociations des contrats avec une transparence qui est voilà, à la lumière de tous. C'est, c'est un peu ça. C'est très important pour nous. Donc, il nous faut nous aussi, à notre tour, de pouvoir connaître, premièrement, notre sol, notre terre et ce que nous possédons. Parce que, en fait, j'insiste sur ça, comme je l'ai dit depuis le début. C'est obligatoire de chercher d'abord à connaître nos ressources. Si nous ne connaissons pas notre marchandise, nous ne saurons pas valoriser ça. Nous ne saurons jamais en profiter de ça. Donc, nous sommes appelés d'abord à maîtriser ce que nous avons, à former les jeunes dans les domaines des géosciences. Oui, c'est très important parce que il nous faut d'abord connaître ce que nous avons avant de commencer à le vendre ou à commencer même à négocier les contrats sur ça parce qu'on ne peut pas vendre ce qu'on ne connaît pas. Lorsqu'on vend ou revend ce qu'on ne maîtrise pas, on se fait avoir. Et c'est souvent ce qui nous arrive. C'est ce qui nous arrive. Donc, il faut investir dans l'éducation, ce qui est incontournable. Il faut former les jeunes dans les sciences de demain.
Quand je parle des sciences de demain, c'est-à-dire les sciences en fonction de chaque pays. Parce que tout pays, normalement, doit avoir un plan de développement pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, en fonction de ça, la jeunesse doit être formée convenablement, c'est-à-dire en fonction de ce qui est planifié, en fonction des domaines que le pays a besoin pour décoller. Voilà, c'est nécessaire pour nous. Alors, pour bien sûr finir ou en conclusion, c'est que l'Afrique nous appartient à nous tous. Personne, en fait, je dis bien, personne ne viendra le faire à notre place, comme nous le voyons toujours. Les autres viendront toujours pour leur intérêt. Pour leur intérêt, oui, chacun lutte pour son pays, chacun lutte pour son continent, chacun fait son combat. Donc, personne ne viendra aussi faire notre combat à notre place. Alors, nous devons vraiment connaître ce que nous avons, nous unir et voilà, aller dans ce sens avec une coopération sud-sud et œuvrer à ce que nous puissions nous aussi transformer nos ressources en puissance économique. Oui, nous pouvons aussi devenir des puissances économiques. C'est possible, c'est possible. Oui, c'est possible. Nous pouvons devenir des puissances économiques. Pourquoi pas? Donc, toi qui regardes cette vidéo, je ne sais pas c'est quel domaine tu as fait ou quel domaine tu fais actuellement. En tout cas, si tu es géologue, étudie pour bâtir ton pays. Quel que soit le domaine que tu fais, étudie pour bâtir ton pays. Oui, parce que lorsqu'on parle des mines, lorsqu'il y a l'exploitation minière, on a besoin des médecins, nous avons besoin des, je sais pas, des juristes, nous avons besoin de toutes les filières en quelque sorte diverses. Voilà, beaucoup d'autres filières. Voilà, ce n'est pas juste parce que ça concerne les mines, c'est un géologue ou bien c'est un physicien ou bien c'est un ingénieur. Non, pas forcément. C'est beaucoup de domaines. Donc, si tu es un géologue ou quel que soit le domaine que tu fais, étudie pour bâtir ton pays. Voilà. Et si tu es étudiant, oriente-toi vers les sciences de demain. Très important. Oriente-toi vers les sciences de demain. Si tu es décideur, laisse un héritage, mais pas une dette. Je répète, si tu es décideur, toi qui regardes cette vidéo, laisse un héritage, mais pas une dette. Parce que l'Afrique renaît par sa terre, son peuple et sa foi. C'est ça. Merci pour votre attention. C'était Antoine Koli Ouamono. À très bientôt.